Bonjour à tous, merci de nous rejoindre maintenant dans votre rubrique Parlons gouvernance avec notre consultant politique. Bonjour Agapit Napoléon Maforique. Bonjour Angèle, bonjour à tous nos téléspectateurs qui nous suivent sur les différents canaux de la chaîne. Alors nous parlons de la démocratie depuis lundi et déjà ce lundi nous avons fait une ouverture sur la minorité et la majorité. Je vous demandais à travers la question de notre téléspectateur Xavier Comelan si la démocratie était la dictature de la minorité. Et rappel, vous disiez que si la démocratie devient une dictature, c'était déjà un problème. Et nous avons fait un peu le tour global, enfin un léger tour, un tour rapide de la théorie du principe, gouvernement du peuple, pour le peuple et par le peuple, les différentes théories autour, le concept lui-même et ce qu'il en recouvre. C'est vrai j'ai refusé d'aller dans les méandres doctrinaux, parce que on n'est pas à l'université, on n'est pas, ceux qui nous suivent ne sont pas tous de Oui. type universitaire, ne sont pas tous de niveau soutenu pour que nous nous rentrions dans les rhétoriques d'amphithéâtre. Non, je pense qu'il faudrait remettre cette question au niveau de l'homme de la rue, parce que c'est lui qui commente, c'est lui qui vit, c'est lui qui subit aussi l'État. Et il est important qu'ils soient en mesure donc, de comprendre. Voilà, donc c'est ce que nous avions dit. La démocratie, c'est d'abord un principe adopté par un État qui a un territoire, une population et une autorité. Et l'autorité qui doit diriger l'État prend des formes. Des formes. La forme démocratique, la forme autocratique, la forme monarchique. Bon, ça dépend. Donc, autocratie, démocratie. Donc, on est dans le style latino, gréco-latin. Et tout ça a déjà été expliqué plusieurs fois par d'autres personnes. Alors, lorsque le peuple se donne une constitution, Oui. il définit en même temps le type de modèle, le modèle Choisir. démocratique. Quand même dans un État démocratique, dans un régime démocratique, le peuple qui se donne sa constitution définit en même temps le type de démocratie qu'il veut. La démocratie pluraliste, c'est ça, c'est le principe d'ailleurs. En principe, quand elle n'est pas pluraliste, elle est normalement de monarchie, enfin autocratique. Mais là encore, c'est discutable, il y a des subtilités. Donc, parce que dans les démocraties populaires, ce qu'on a appelé, on a différencié les démocraties libérales, où le principe est pluriel, donc c'est une démocratie pluraliste, et la démocratie populaire, où le peuple s'empare de son pouvoir, crée son pouvoir, dans lequel il y a plusieurs courants, et il y a une sorte de hiérarchie à l'interne, un peu comme le Parti communiste chinois, par exemple, qui relève d'une démocratie populaire, mais que bon, alors vous comprenez que la syntaxe ici n'est pas toujours la même lorsqu'on se situe du côté de l'Occident, Ok. ou aussi du côté en Russie, la démocratie, elle est présumée pluraliste. Pas évident que l'Occident accepte que, enfin, le conçoive ainsi. Donc c'est Ainsi de toujours la suite. démocratie. Il y a les élections régulièrement. Vous l'avez vu Poutine, vous l'avez vu Medvedev, vous l'avez vu Poutine. C'est une démocratie. Moi je n'ai vu que Poutine. Non, il y a Medvedev. Attention, lorsqu'on parle de ces questions, il faut rester ferme. Là, nos sentiments n'entrent pas en ligne de jeu. Je suis Parce que d'accord. nous expliquons une théorie. Absolument. Et donc, depuis 90, la Russie a connu Gorbatchev, a connu Boris Yeltsin, avant de connaître Poutine. Poutine. Et après Poutine, il y a eu Medvedev, et après Medvedev, il y a eu Poutine. Ok. Donc, c'est dans le principe, sur ces 33 dernières années, voilà comment la Russie, après la chute de l'ex-Union soviétique, a évolué. La Russie est une démocratie. Elle a sa démocratie avec sa constitution. C'est une république fédérale. Ensuite, c'est une démocratie avec ses pouvoirs et la déclinaison de pouvoir. Maintenant, à l'interne d'une démocratie, comme je vous ai dit, il ne suffit pas d'avoir la démocratie pluraliste pour être une démocratie parfaite. Et donc, des instituts, des laboratoires ont créé des niveaux. Et là, on aura peut-être l'occasion de rentrer dans ça. Mais donc, du point de vue stricto sensu, c'est qu'il y a pluralisme
et il y a élection régulière, possibilité d'alternance, on est en démocratie. Après, il y a des variantes, des travers, mais si on rentre dans les travers, on va embrouiller le jeu. On va peut-être concentrer un temps, une journée pour les travers, pour les variantes, pour les déviances. Alors, nous avons à répondre à la question du téléspectateur. Oui. Le problème que je pose là, c'est dans la gestion courante. On a commencé par parler de la loi de la majorité. C'est-à-dire quoi? Puisque de toute façon, vous allez aux élections, démocratie représentative, il faut bien que quelqu'un gagne. On a décliné des modèles de théories pour désigner le gagnant. Oui. Comme j'aime prendre le football, quand deux équipes sont à égalité, ils font quoi? Ils font tir au but. Oui. Et puis après, on a inventé la mort subite. C'est-à-dire, celui qui, pendant la prolongation, a mis son but, le premier but, c'est-à-dire celui qui prend l'avantage pendant la prolongation, devient celui qui a gagné. Et on a dit, c'est trop brutal, il faut revenir à la normale. C'est comme ça que aussi la démocratie a évolué. Les tirs au but, par exemple, ça peut départager. Mais après, même, il y a des compétitions dans lesquelles on départage, même au carton jaune. Ah. Parce que, oui, même au nombre de cartons jaunes, cartons rouges reçus. Parce que c'est prévu comme ça. Même au tirage au sort. Et à coup du monde, je pense qu'il y a eu deux fois, il y a eu des équipes qui ont été désignées gagnants par tirage au sort. Oui, donc confier la destinée au sort, vous voyez comment ça. C'est ça aussi les limites de la démocratie, aussi les réalités de la démocratie. Alors on a commencé par dire que c'est la loi du gagnant. Même si on pondère, c'est-à-dire quoi? Au Bénin, l'élection présidentielle, c'est à deux tours. Oui. Si au premier tour, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue des suffrages valablement exprimés, un second tour est organisé entre les deux. Et c'est ça. Un second tour est organisé entre les deux vainqueurs. Les deux premiers vainqueurs. Voilà qu'à la fin du second tour, si quelqu'un gagne avec 50,01%, l'autre paie avec 49,09%. Alors, vous êtes 10 millions de votants. Donc, 50,01, ça veut dire, ça fait 5 millions 100. Et 49,09, ça fait 4 millions 900. C'est 4 millions 900. L'aspiration est prise en compte par qui? Normalement, par personne. Et celui qui est élu à 50,01, il devient le président de tous les Béninois. Mais il gouverne avec son projet de société. Il dit, je veux réformer l'école. Je veux transformer la chefferie. Il commence. Cotonou est noir de monde. C'est-à-dire 2000 personnes sortent dans Cotonou. 2000. Alors qu'il y a eu 4 millions 900 qui n'ont pas voté pour lui. Disons même 1 million sortent dans Cotonou. Ou 500 000 dans Cotonou. Donc, pour contester. Alors quel est le poids de ces 500 000? Voilà les réalités de la démocratie. Ah donc, le pouvoir dit non, c'est moi, j'ai gagné, je dois faire passer mon idée. Il faut bien que ça fonctionne parce que j'ai été élu. On dit, ah non, la rue, la démocratie, c'est de laisser les gens exprimer leur opinion. Les médias européens, enfin les médias occidentaux s'en mêlent. Les relais doctrinaux, religieux, ou tout ce qu'on veut, s'en mêlent. On demande au président de savoir être humain. On demande si on demande ça. Pour que 500 000 personnes qui n'ont pas voté pour et qui ne veulent pas jouer le jeu de fair play, on demande maintenant à celui qui est élu et qui a dit je vais transformer, oui. On dit il doit tenir compte d'eux. Parce que la rue, vous allez voir tout le monde, on va vous sortir les théories vraiment inventées par des, je sais pas, qui perturbent la théorie du principe. Okay. Qui est le principe que celui qui a gagné, on lui laisse la main pour diriger. Parce qu'il a un projet de société. À échéance, il évalue son projet en le remettant en jeu. Et le peuple lui décerne le carton rouge ou lui donne encore le carton rouge en le remplaçant. C'est ça l'alternance. Alors, si le système est tracé comme ça, normalement, on doit lui coller la paix pour qu'il travaille. Mais on a inventé la théorie de la rue. Mais qui? Mais les intellectuels, les gens, bon, enfin, ici on va dire la société civile, c'est les intellectuels, c'est les théories
d'amphithéâtres, des théories, de temples, je veux dire d'églises, de synagogues ou de mosquées. C'est des trucs qui se créent dans certains agoras, parfois gauchistes, parfois anarchistes, mais qui créent des perturbations, in fine, dans le système au départ qu'on a mis en place. La perturbation n'est peut-être pas l'objectif. L'objectif, c'est d'alerter. Pourquoi pas? Mais lorsque vous m'avez élu et que vous êtes conscient qu'il y a une grande masse qui n'a pas voté, alors que j'ai un projet de société à faire valoir, mais alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois diluer le projet en tenant compte de la grande masse. Personne ne sera satisfait. Les miens ont voté pour que je mette en place le projet que je leur ai proposé. Je l'enclenche et c'est ceux qui n'ont pas voté, mais qui veulent montrer qu'ils sont libres, qui viennent perturber, brûler, casser les édifices. Mais il peut y avoir ceux qui ont voté, mais qui ne sont peut-être pas d'accord avec... Le vote étant secret, oui. Je n'ai pas cherché à savoir qui manifeste. Normalement, la rue est un handicap pour l'expression démocratique. Quand la rue se fait de manière tranquille, de manière calme et raisonnable, pour dire je proteste, pour montrer donc c'est une manifestation normale, mais lorsque elle est bruyante, violente et brutale, lorsqu'elle casse les édifices, lorsqu'elle donne une image négative, lorsqu'on commence à parler de dictature, alors qu'on sait bien que donc je veux faire passer mon aspiration, et l'autre a fait campagne pour agir, c'est ça qui pose problème. Et on en arrive à se demander, mais finalement, et c'est là que notre téléspectateur, ce qu'il disait pertinent, finalement on se dit, mais qui a raison? C'est celui à qui on a donné mandat d'agir ou c'est à ceux qui veulent perturber l'action? Alors que c'est une action logique. Transformer les sociétés. Je quitte Cotonou, je reste à Paris, la réforme des retraites. Mais c'est dans le premier quinquennat Macron. C'est connu, c'est dans le premier quinquennat Macron. Oui. C'est venu. Mais voilà tout ce qui s'est passé. Heureusement que c'est la France. Si c'était un pays africain, on aurait crié tout. On aurait dû, des chanceliers auraient dit, on aurait mis la pression, dictature, théocratie, autocratie. C'était pas loin non plus. Hein. Bon, enfin, là-bas c'est la France. Et donc personne qui va le dire. Et même si quelqu'un le dit, vous n'allez pas voir le clergé français aller faire réunion épiscopale et écrire pour faire lettre, vous ne verrez pas ça là-bas. Vous n'allez pas voir donc ça là-bas. Vous n'allez pas voir l'ambassade des États-Unis ou de la France ou de ci ou de ça. Leur écrit ça et aller demander à la France de changer, en tout cas de prendre les mesures pour préserver les droits de l'homme. Parce que ça, il y a une sorte un peuple immature à qui on peut dire ça, et il y a un peuple de seigneurs qui peuvent avancer et faire ce qu'il a envie de faire. Enfin, Bon, peut-être parce que nous avons une histoire. Vous indexez l'église parce que l'église a eu un moment donné... je n'indexe personne. Le clergé. Je n'indexe personne. Non, je n'indexe personne. Je dis ce qui se passe. Bien sûr, je voulais dire parce que nous avons eu une histoire justement avec ce clergé-là. Non, aucune histoire avec ce clergé. Le clergé est le même dans tout le monde entier. Le Vatican est le siège, les règles sont les mêmes. C'est que l'Église est venue avec la colonisation. Et ça fonctionne de la même manière qu'il y a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on pense qu'il y a une race d'États ou de dirigeants qui n'ont pas la capacité de réfléchir. Vous voyez, lorsqu'en 2008, au Tchad, des Français ont eu quelques situations. Idriss Déby a refusé de les livrer à la justice française. Curieusement, il y a eu une opération qui a failli pétanquer, faire partie du président Déby. Et lorsque les Français sont venus à sa rescousse au tout dernier moment, quelques jours après, il a livré. Il a livré. Donc, on monte. Alors, ces messieurs, ces Français, je veux dire, oui. Normalement, si c'est les Béninois qu'on prend en France, on les jugera là-bas. On les interdit pas. Et la justice béninoise ne va pas dire, renvoyez-les-moi. Et ils vont... Mais quand la justice béninoise va dire ça, va dire non, vos juridictions ne sont pas sereines. Il n'y a pas assez de démocratie là-bas. Il n'y a pas assez d'indépendants de la justice. Voilà. Et pourtant, nous avons les mêmes modèles. Ouais. Et nos juges, beaucoup, font étudier là-bas. Ouais. Parfois, ils sont même ils sont majors, plus d'autres là-bas. Mais quand c'est on dit non, comme si on est des incapables, mais quand c'est là-bas, vous allez boire, ce n'est pas à la couleur de la peau, c'est au pays d'origine. C'est-à-dire que ça pose un gros problème. Oui. Et c'est ça qui perturbe le monde, c'est ça qui perturbe l'équilibre du monde.
aujourd'hui, parce que on ne sait plus où est le curseur. La démocratie, est-ce la dictature de la majorité ou la dictature de la minorité? Ça ne devrait pas être une dictature. Mais quand on dit ça, en réalité, c'est une dictature. Oui, puisque quelqu'un gagne et prend les leviers et laisse les autres au carreau et enclenche. Alors, en 90, on a préféré au Bénin le système de liste à la proportionnelle pour les législatives. Okay. Pour les communales en 2000, les lois sur les communales, les lois sur la décentralisation, on a opté pour le même modèle, même plus pondéré que des listes se constituent par arrondissement, enfin par commune, à l'époque. Bon, on s'est donné lieu à la paupérisation. Lors des élections, pour les législatives, vous avez plein 34 listes et des alliances, près de 100 partis en liste, en alliance à l'Assemblée ingérable. Oui. Donc, et non content de ça, la Cour constitutionnelle vient encore à en rajouter avec le concept majorité-minorité comme principe à valeur démocratique. Alors, c'était l'ère des principes à valeur, C'est-à-dire que la Cour constitutionnelle se transforme en législateur. On impose au législateur finalement. Ou en constituant, et on impose non seulement au peuple souverain, ou au législateur sont ses représentants. Et ça, voilà encore une autre déviance qui perturbe le système, et perturbe l'organisation, et embrouille les citoyens. Donc, pour répondre à notre téléspectateur, la démocratie ne devrait pas être une dictature. Elle ne l'est pas dans la conception. Dans les faits, elle l'est. Mais une dictature, celle de la majorité, à qui on demande de jeter un regard, d'avoir au moins l'humilité et la patience d'écouter la minorité, d'essayer d'en tenir compte pour que règne la paix. Mais dès qu'on a dit ça, les minorités deviennent bruyantes et se donnent de la voix et un peu trop, parfois exigent. Alors que l'humilité voudrait que tu n'exiges pas, tu es petit. Tu es minorité. Mais si elle n'exige pas, elle va se faire écraser. Oh non, elle est déjà écrasée par une majorité parce que c'est ça la loi. Donc, soit on réinvente une nouvelle démocratie et on dit, bon, l'ancienne, la théorie, laissons là. Inventons une nouvelle démocratie où désormais, ouais, quand je dis ça, je rigole un peu parce que je regarde mon ami René Agossa. On n'est pas d'accord sur tout, mais il a son schéma c'est lui qui le dit. Hein, il a des variantes de façon pour dire que le pouvoir doit être partagé selon, normalement, dès que vous allez aux élections, au regard de vos résultats, on doit partager l'accès au pouvoir de cette manière que dans l'exécutif, dans le législatif, dans le judiciaire, on doit tout partager pour que... C'est pas con. Ce n'est pas con. Mais ça force le sourire, là. Oui, mais comme je vous ai dit, mais parfois je nague ça, parfois je rigole ça. Mais quand vous réfléchissez aux évolutions, vous dites, mais cette théorie devrait être reprise par les laboratoires pour nous sortir de nouveaux types de réflexions sur la démocratie. Mais pas l'histoire d'aller regarder la minorité ou du droit de la minorité ou de principe à valeur constitutionnelle, majorité égale, majorité-minorité. Mais on ne peut pas imposer la minorité dans une démocratie. On doit imposer l'écoute mutuelle. Mais après, on prend une décision. Et elle est majoritaire. Dès qu'on veut pondérer, on va alors au modèle de pondération. Et c'est ça qu'on l'avons choisi, le scrutin de liste. Quand je prends ce qui se passe, c'est dangereux. Parce que les gens refusent même le scrutin de liste à l'interne. Et ils imposent leur affaire de minorité-majorité. Qui est, comme je vous l'ai dit, on ne peut pas mettre sur le même piédestal une minorité et une majorité. Une majorité a gagné. Et c'est comme ça dans le monde entier. Et comme je vous l'ai dit, aux États-Unis, qui est le modèle démocratique, le président de la République, qui est un homme très fort, puissant. Oui. L'homme le plus puissant du monde. Comme ils aiment. Je pense que si du point de vue moral, c'est le pape. Sinon, c'est l'homme le plus puissant du monde. Si vous laissez le pape, c'est bon Dieu. C'est-à-dire que avec l'adhésion, le respect, la soumission, presque la reconnaissance du monde entier à la papauté romaine,
on peut dire que c'est si quelqu'un égale encore le président américain. Du point de vue moral, c'est pas. Mais après, du point de vue puissance, pouvoir, c'est lui, il est unique. Après, c'est la peur, les affaires de nucléaire qui font que, bon, il y en a d'autres qui sont... Alors, mais il est élu comment? Pas des grands électeurs. Élu même comment? Pas un scrutin majoritaire. Un scrutin de liste majoritaire, c'est-à-dire, il y a 10 sièges en jeu, mon parti gagne 50,01% des suffrages du Parlement exprimés, je ramasse les 10 sièges. Et celui qui a gagné 49,9% n'a rien. Je ramasse les 10. Donc, dans les différents États, les 51 États, combien d'États. Donc, dans les différents États, je ramasse tout. Donc le parti majoritaire ramasse. Et c'est les élus de ces États qui sont élus, donc les représentants de ces États qui sont élus au scrutin majoritaire, c'est eux qui désignent, qui élisent, in fine, le président américain. Donc, il est déjà arrivé que, par 2 fois déjà, en tout cas de ces 20 dernières années, que Al Gore, comme Hillary Clinton, ait pu gagner au suffrage universel direct, mais n'ont pu être élus. Tout simplement parce que les grands électeurs n'étaient pas en œuvre. Et ça, est-ce que ce n'est pas une démocratie? Mais c'est le modèle américain. C'est le modèle américain. Et ils sont fiers de cela. Et ils incarnent la puissance du monde. Lorsque les élus de Trump ont failli s'égarer, vous avez vu comment tout le système a pu réagir. Et en Afrique, quand ici on va dire dictature, on va appeler ça la dictature. Donc, je pense qu'on a un gros problème de concept. On a un gros problème de modèle. On a un gros problème de curseur. Aujourd'hui, le rythme démocratique est embrouillé parce que des intellectuels travaillent à l'embrouiller davantage, à embrouiller la lecture. Et la théorie est totalement aujourd'hui dispersée. Je vais vous demander demain pourquoi on n'a pas un seul principe démocratique comme modèle. C'est peut-être sur ça et on va évoquer cette fois-ci la limitation des mandats et autre chose demain si Dieu nous réveille. Merci à vous, Agapit Napoléon Maforékamp. Mesdames et messieurs, on va se retrouver demain sur la même thématique. En attendant demain, retrouvez-nous sur nos canaux digitaux, notre site internet le www.etelebenin.com, notre page Facebook Etele en direct et sur iOS et Android, Etele Bénin, Etele avec vous, pour vous.